Festival Côté Court. On continue les rencontres du Pass Jeune Réal avec le sujet de la musique de film, un sujet très important, parfois négligé, parfois compliqué. On va aborder toutes ces questions pour que ce sujet n'ait plus de secret pour vous. On va rentrer dans le coulisses du travail avec des représentants qui chacun auront une expérience complémentaire et un profil différent, puisqu'on a deux compositeurs, Rhys, et un superviseur musical, bientôt un réalisateur qui viendra nous rejoindre. Il y a donc Matteo Locaccioli à ma gauche, compositeur, Delphine Malocena, compositrice, Thibaut de Bouen, superviseur musical, on définira ce que c'est un superviseur musical, et puis Jackie Goldberg, réalisateur, qui a un film en compétition en tant que réalisateur, nous rejoindra dans une demi-heure. Et Léonie Pernet, qui devait être là, s'excuse, puisqu'elle prépare un nouvel album et elle est donc en studio pour finaliser le mixage ou l'enregistrement de son album. Donc voilà. Eh bien, tout d'abord, un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Par exemple, Delphine Malocena, qui est au centre. Delphine Malocena, compositrice donc sur des longs métrages, des courts également, on y viendra, et également... au départ, ingénieur du son, tu as même fait des études de physique quantique et de théorie du son. Ensuite, donc, tu t'es dirigé vers le son, notamment à l'école Louis Lumière en 2009, mais aussi en parallèle violoniste et des études d'écriture musicale, d'orchestration, de direction d'orchestre. Donc il y a vraiment ton profil qui est vraiment double depuis très longtemps, donc à la fois composition classique et dimension sonore. Aujourd'hui, tu te consacres presque à 100% à la composition, notamment donc avec différents réalisateurs que tu peux retrouver à plusieurs reprises. Quentin Reynaud, 5e set en plein feu. Donc, pour préciser ce profil, un peu comment est-ce que musique et son étaient toujours les deux à la fois ou alors un avant l'autre? Comment ça s'est enclenché? Bonjour à tous. Merci pour ce petit portrait. Oui, en effet, il y en a eu un avant l'autre. Pour répondre à ta question, il y a eu la musique à la base que j'ai commencé quand j'étais toute petite, quoi. J'ai fait le conservatoire, j'ai commencé par le violon pendant une quinzaine d'années. Et après le bac, je me suis dirigée vers des études scientifiques parce que j'adorais ça. Donc j'ai fait une classe prépa, maths sup, maths spé. J'ai continué en physique pensant que j'allais faire de la physique. Et au final, j'ai été attirée par la dimension sonore. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter Louis Lumière, qui était une école qui liait l'aspect scientifique, la musique. Enfin, j'avais un fantasme comme ça que quelque chose allait se fabriquer. Donc je suis rentrée à Louis Lumière et je suis devenue ingénieure du son pendant 10 ans. J'ai fait que du son sans même penser à la musique, à la composition. Et à un moment, ça m'a rattrapée à force d'aller sur des mixages de films, d'entendre les musiques originales qui étaient composées. Ça m'a vraiment attirée. Et un jour, je me suis dit, allez, arrête le son et commence la composition du jour au lendemain. Donc j'ai arrêté le son et je me suis lancée en compo il y a 5 ans, je crois. Voilà. Et ça a été très très vite, parce qu'il y a 5 ans, et déjà plusieurs longs métrages. Tu continues aussi les cours en même temps. Il y a eu une série Netflix, La Révolution, en tant qu'ingénieur du son. Je crois que c'est ton dernier travail sur le son. Ça, c'était mon dernier travail qui a duré 6 mois. Et c'est pendant cette série que je me suis dit, bon, je crois que j'ai fait le tour un peu de la prise de son, même si on n'a jamais fait le tour, mais bon. Je me suis dit, allez, j'ai envie d'autre chose. Et donc, je me suis lancée. Après cette série, on m'a proposé notamment Arsène Lupin en son. Et je me suis dit, bon, allez, non, je refuse. Mais par contre, je me lance vraiment en musique. Voilà. Et le premier projet de film en tant que compositrice, est-ce que c'est 5e set? 2 mois après la fin de La Révolution, en fait, je connaissais le réalisateur parce que je faisais ses films en son. Donc, il m'a proposé 5e set en prise de son. Et je lui ai dit, non, je fais plus de son. Mais par contre, je fais de la musique. Enfin, j'ai envie de faire de la musique plutôt. Et je lui ai fait des maquettes, etc. Et finalement, il a aimé, donc il m'a fait confiance. Donc j'ai fait mon premier long comme ça. 5e set, qui est donc le film, d'ailleurs il y a eu Roland Garros récemment, où Alex Lutz est un champion de tennis. Et le choix du violoncelle pour la partition, et le violoncelle est assez heurté, participe presque à l'état psychologique du personnage. Est-ce que ce choix du violoncelle est apparu très vite ? Pour le 5e set? Oui, il est apparu. Comme je l'expliquais, donc j'ai dû faire des maquettes
Et c'est le premier instrument qui m'est venu, en fait. Je ne sais pas pourquoi, le côté... l'instrument qui se rapprochait le plus de la voix, je l'imaginais seul, comme un tennisman seul dans l'arène. J'imaginais un instrument seul, heurté, en effet, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est assez blessé intérieurement, qui a beaucoup d'ego et tout ça, qui se bat. Et donc, je me suis dit, tiens, essayons le violoncelle. Donc, j'ai appelé une violoncelliste que je connaissais. On a travaillé sur les textures sonores chez moi. Je l'ai enregistré parce que j'avais mon micro. Et voilà, ça a commencé comme ça. Très bien, alors on va continuer le tour de table et ensuite il y aura des sujets un peu croisés en quelque sorte, des grands enjeux de la musique de film. Et puis on regardera, il y aura un extrait chacun que l'on a choisi pour illustrer les propos. Alors Matteo Locaccioli, compositeur qui également est passé par la pratique de divers instruments, guitare, clavier, contrebasse. Alors l'origine, c'est plutôt le jazz, il me semble. Est-ce que c'était vraiment le début ? Bonjour à tous, enchanté. Et oui, moi j'ai commencé à jouer, moi aussi très tôt, enfant, mais piano classique comme d'hab, quoi. Et après, choc culturel rock and roll vers les 14 ans. Et j'ai passé mes 16 ans à mes 26 ans sur scène, je crois. J'ai fait quelques milliers de concerts comme bassiste et contrebassiste. Et après, un peu par hasard, un ami j'écrivais beaucoup de chansons, beaucoup de musiques, un peu, disons, cinématographiques, mais j'avais jamais, je ne sais pas pourquoi, associé ça à une possibilité de faire de la musique à l'image. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et après, un ami qui travaillait dans une chaîne italienne, la Rai, je ne sais pas comment, il m'a proposé de faire une maquette pour une musique de film. Et moi, je dis, ok, jamais fait, mais essayons ça. Et en fait, dès les premiers instants que je me suis mis au piano devant une image, ça m'a fait un vrai déclic. Et j'ai tout quitté pour faire que ça, en fait. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner que tu as collaboré avec Ennio Morricone, enfin tu lui as rendu des petits services, on va dire ça comme ça, en 2003 sur un film de Tornatore. C'était 2008 en fait, je crois. C'était 2008 parce que justement pour ces films-là que j'ai fait en Italie, d'ailleurs les derniers, j'ai eu la chance pour aller enregistrer dans ces studios mythiques à Rome, ça s'appelle le studio Forum Studio. C'est le studio où tous les grands compositeurs italiens, des Trovaioli à Nino Rota, Morricone, Piovani, ont enregistré leur musique. Et moi, j'étais évidemment dans la petite salle. Et dans la grande salle, il y avait Ennio Morricone qui a enregistré la musique de Baria. Et voilà. Son contrebassiste avait un accident et moi j'ai fait quelques maquettes à la contrebasse. Et après, je me suis proposé de préparer les partitions, de lui amener le café, etc. etc. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de lui évidemment, l'immense compositeur Ennio Morricone, j'imagine qu'à l'observer, on apprend beaucoup de choses. Il était très dur, très très dur avec l'orchestre, vraiment. Très dur avec l'ingé son, qui est d'ailleurs est devenu mon ami et maintenant travaille avec moi à Paris. Après les derniers films de Morricone qu'il a enregistré là-bas, c'est les films de Tarantino. Et le studio petit à petit a commencé un peu à avoir moins de vie. Donc j'ai convaincu mon ami à venir à Paris. Maintenant il est ici avec moi. C'est très exigeant. Très exigeant. Il était le premier à arriver à 7h du matin, il était déjà là. C'était une machine de guerre hyper exigeant en fait. Pas très sympa. Donc finalement, l'apprentissage, c'est d'être aussi exigeant, mais d'essayer d'être moins dur quelque part. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans ton profil, il y a différents, justement, vraiment le profil complet, on va dire, du compositeur de musique de film, dans la mesure où tu pratiques tous les supports, que ce soit des documentaires pour la télévision, des fictions pour la télévision, évidemment des films pour le cinéma, mais aussi des séries d'animation et même des publicités. Est-ce que justement, tous ces supports t'intéressent de manière égale ou Je prends tout, moi. Non, en fait, moi, j'aime bien travailler avec, maintenant,
quand je peux choisir, j'ai choisi par rapport à l'équipe que j'ai en face et les personnes avec qui je vais travailler. C'est la chose plus importante pour moi maintenant. Et en général, de l'animation, les gens sont très sympas. Donc j'aime bien faire de l'animation aussi pour ça. Et dans le cinéma, évidemment, il y a des gens d'immenses talents. Et voilà, mais ça m'arrive d'avoir des amis qui font une publicité. Et donc je fais la musique d'une pub avec plaisir si l'ambiance est bonne. On verra un peu les différentes natures de collaboration. Qui est l'interlocuteur? On verra peut-être qu'avec Thibaut, l'interlocuteur, c'est souvent le producteur, la productrice. On a vu avec Delphine que le premier contact avec le cinéma était Quentin Reynaud, le réalisateur. J'imagine que quand on fait une série ou une publicité, le contact n'est pas forcément un réalisateur. Mais est-ce que pour le travail du compositeur, ça reste la même collaboration, le même échange? Je n'ai pas compris la question, pardon. Quand c'est une publicité, par exemple, est-ce que la collaboration se fait avec un réalisateur? Ça dépend. Moi, les pubs que j'ai fait, c'est justement avec un copain réal, anglais, et qui fait des très belles pubs, 2-3 à l'année. C'est exactement comme sur un long métrage quand on a une relation avec un réalisateur. C'est exactement la même chose. Et quand je suis appelé par les grosses agences de pub, pour faire des appels d'offres sur des pubs où on est 6 ou 7, je n'accepte pas. Donc moi, c'est ça que je cherche, en fait, justement. Très bien. Donc ça dépend, et c'est cas par cas. Et on comprend du coup dans ce qu'on vient d'entendre le privilégier la relation humaine, le contact humain. Dans mon cas, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui va être le cas de tout le monde ici. Parce que souvent dans la publicité, on entend parler de commerciaux qui se soucient pas forcément de la dimension artistique et qui demandent des briefs très courts. Et c'est aussi pour un compositeur parfois un apprentissage de savoir faire une petite virgule de 3 secondes, une efficacité musicale quelque part. Moi, j'ai un ami qui bosse, qui est dans une grande boîte de post-prod à Paris, et il a sur sa table de mixage, il a comment ça s'appelle, tu sais, pour monter le son, un potard qui change à rien, c'est vide. Et j'étais là, il y avait un créatif, ça j'aime pas, hein. Essaye de faire ça, essaye, toi ton temps, ah oui, attends un peu plus, c'est parfait. C'est parfait. C'est la pub. C'est drôle ça. Faut toujours avoir un peu de J'étais là. Incroyable. C'est marrant. Et pour le cinéma, donc, pour continuer de parcourir le parcours, il y a donc, pour nous contenter de 2022-2023, 2022, Rumba la vie de Franck Dubosc. En co-composition, je crois. Oui, avec un ami, oui. Et le Grand Cirque en 2023, avec le Boudeur, qui est le grand artiste de cirque. Ouais. Et Champagne de Vanier. Et Champagne de Vanier. Ouais. J'ai fait cet film-là en 2022. Ouais. Tu as pas mal pratiqué donc un genre qu'on appelle la comédie, et j'ai toujours entendu dire que la comédie était ce qui était le plus compliqué pour un compositeur. Est-ce que tu confirmes? Ouais. Oui. C'est très compliqué au fait de rester sur une ligne subtile pour pas être banal, et de l'autre côté pour pas rendre les choses lourdes. Je sais pas comment dire. Il y a une ligne très subtile, je trouve difficile à trouver. Mais moi, j'adore faire ça. Et puis enfin, le court-métrage qui est présenté au Festival Côté Court. Il reste une séance, ça tombe bien, vendredi 16 juin à 20h. Vous pouvez donc voir dans la section Panorama 4, Ativio, les morceaux de bois. Donc c'est un film, un court-métrage de Juliette Bouchny qui raconte le parcours d'un jeune garçon de 12 ans qui vit au Togo dans un petit village, et il est doté d'une sensibilité musicale particulière et il rêve de jouer du piano, sauf que tout le monde autour de lui dit non, le piano c'est pas pour toi, nous c'est plutôt le tambour. Et donc ça traite un peu de l'aspect culturel des instruments, où on peut être un peu cloisonné en fait en quelque sorte en fonction des géographies, et il y a même ce propos, le piano c'est
c'est pas pour nous, c'est assez cruel, et en même temps, voilà, le film est un conte de fées quelque part, puisque il va essayer et presque parvenir, voilà, d'atteindre son rêve. Cette musique-là, donc, juste pour l'aborder brièvement, on y reviendra tout à l'heure, mais quand la musique est le sujet lié au personnage, j'imagine que c'est une question qui doit s'anticiper. Il y a cette question toujours dans la musique de film, c'est à quel moment on intervient. Et là, j'imagine que pour ce court-métrage, tu étais intervenu très tôt. Très, très, très tôt. Et si tôt qu'après, ça, ça c'est une autre histoire. Mais au fait, les protagonistes, c'est un garçon qui va arriver à jouer du piano, aidé par la nature. Littéralement aidé par la nature, qui fait jouer et la nature donne des sonorités à des morceaux de bois qu'il touche. Et donc, les thèmes que ces garçons jouent, c'est un thème très, 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 très simple, justement parce que c'est un thème enfantin, mais qu'on le puisse après décliner un peu plus orchestral. Vers la fin, c'est un crescendo, en fait, d'orchestration, tout simplement. Mais les thèmes est très, très, très simple. Et c'était intéressant à faire. Très intéressant. Très bien, donc sur Attivio. Juste avant d'entendre Thibaut Debuenne, sur l'idée d'intervenir tôt, Delphine Malocena, ton expérience là-dessus, sur intervenir tôt ou tard? Moi, j'aime intervenir le plus tôt possible. Enfin, en tout cas, quand le montage commence, j'essaye, dans la mesure du possible, hein, si je suis déjà sur le projet, de fournir des musiques comme ça. Ça peut éviter le fait que le monteur place des musiques temporaires. Je trouve ça bien quand même de fournir de la matière. Voilà. Moi, j'aime bien travailler comme ça et j'ai l'impression que ça marche assez bien. Voilà. Après, parfois, j'arrive plus tard. Hein, parfois, je peux pas faire ça, mais j'aime bien arriver tôt. Voilà. C'est intéressant, en plus de qu'est-ce qu'on donne à un réalisateur. Il y a des compositeurs, peut-être que Mathéo, tu te définis comme ça, comme des mélodistes aussi, qui font des mélodies, même si Delphine, tu en fais aussi beaucoup. Mais il y en a qui sont d'abord sur la mélodie et qui donc vont livrer en amont des mélodies. Et là, tu as cité un mot qui est matière. Et donc pour toi, c'est plutôt de la matière que tu livres, c'est-à-dire quelque chose de malléable. Oui, c'est vrai. C'est bien ce que tu dis. Ouais, ça me parle beaucoup, la matière sonore, parce que pour moi, la musique, c'est du son, en fait. Et donc, ouais, un tempo, c'est aussi... Enfin, c'est vrai que c'est une mélodie et tout, mais pour moi, j'imagine pas une mélodie sans imaginer le son qui la caractérise. Pour moi, c'est vraiment une matière et c'est ça qui crée aussi de l'émotion. Donc, et moi, ça me dérange pas du tout que le monteur ou le réalisateur prenne les sons, les coupes, se les réapproprie. Enfin, après, je veux repasser derrière et voir que tout marche bien, que tout est cohérent. Mais franchement, ouais, t'as raison, c'est un peu de la matière sonore. D'ailleurs, j'imagine souvent quand je compose des couleurs, des palettes de couleurs, de brillance et tout. Enfin, je vois un peu les choses comme ça. Donc, ouais, ça me parle. Peut-être un droit de réponse, Mathéo. J'ai dit qu'il était mélodiste, mais j'imagine que l'aspect sonore est aussi important. À l'ancienne, moi. À l'ancienne. Un thème et ciao. Non, je rigole. Moi aussi, j'aime bien commencer tôt et livrer, pareil, livrer de la matière, même des thèmes au monteur qui fasse ce qu'il veut. Après, moi, je reviens pareil, exactement pareil, c'est ce que tu as dit. À la fin, pour quand même pour donner un peu d'homogénéité aux choses. Mais moi, j'aime bien aussi arriver, j'aime bien les deux. Même à la fin, un montage terminé, 3 semaines pour tout faire, ça aussi, j'aime bien en fait. Être dans le speed aussi. Ça dépend en fait. Ça dépend. Il n'y a pas de règle en fonction des projets. Oui, exactement. Ouais. Alors Thibaut Debuenne, qui est donc superviseur musical, on va définir ce terme. Tu as d'abord travaillé pendant 15 ans dans des maisons de disques, Sony Music principalement, puis la Warner. Tu t'es notamment occupé d'artistes en tant que chef de projet, directeur de marketing pour les Baby Brune, Archives, les Têtes Raides, Johnny Hallyday même, avant de devenir donc superviseur musical par hasard, notamment lié à un ami dans la production, sur premier film en tant que superviseur musical était Les Coquillettes de Sophie Le Tourneur en 2012, et ce qui a créé un espèce de mariage avec la production Etche Film et Emmanuel Chaumet sur pas mal de films qui t'a mené jusqu'à Justine Triet, La bataille de Solferino, Victoria, etc. Et le dernier film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui a eu la Palme d'Or. Tu en as fait aussi la supervision musicale. Donc ça, c'était un peu pour les origines de cette vocation.
Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'un superviseur musical? Alors, le terme vient souvent des États-Unis, music supervisor. Et le music supervisor aux États-Unis, on a souvent entendu, et il existe depuis très longtemps aux États-Unis, ce métier. Martin Scorsese avec Mean Streets a presque inventé ce métier. C'était sur l'utilisation des musiques préexistantes, négocier les droits. Est-ce que le superviseur musical à la française, qui est beaucoup plus récent, est-ce qu'il est de cette même nature? Bonjour. Le travail d'un superviseur musical, c'est un peu le travail d'un producteur sur le volet musical. C'est quelqu'un qui va faire le lien entre, on va dire, toutes les problématiques qui ont trait à la musique dans un film, une série, un programme. Par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, en France, c'est un métier qui est un peu plus jeune, c'est-à-dire ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il y a ce métier. Au départ, c'était des business affairs, plutôt des juristes en fait. Donc, qui étaient là pour effectivement négocier des droits, aussi bien sur les musiques originales, négocier des contrats, et aussi pour négocier des droits sur les musiques préexistantes. Aujourd'hui, le métier a pas mal évolué on va dire en profondeur, en richesse. En ce sens que les musiques superviseurs aujourd'hui, ils couvrent vraiment l'ensemble de la palette. Ça va aller à... Moi, dans mon travail, ça m'arrive de travailler sur la musique originale en recommandant des compositeurs, donc en faisant des pitchs par rapport à un scénario, en fait. Pour donner un exemple concret, un ou deux exemples, mais par exemple je travaille parfois sur des coproductions entre des producteurs français et des producteurs étrangers. Quand il y a un coproducteur étranger et que le producteur français apporte des éléments qui sont financiers, mais il apporte aussi un élément artistique, souvent c'est la musique qui peut rentrer en balance. On en parlait tout à l'heure avec Mathéo. Et donc, par exemple, moi j'étais amené à travailler avec Delphine sur un film qui était une coproduction avec Oslo Pictures et Bathysphère, entre autres, donc des producteurs danois et des producteurs français. Et des producteurs. Et donc. Et le titre du film, c'est? Le titre du film, c'est Eba. C'est un film qui est encore. Ah oui, d'accord. Pour ça, je. Okay. Mais voilà, donc par rapport à des discussions avec la réalisatrice Johanna Pricot et aux productrices, j'ai proposé des compositrices françaises, parce qu'il y avait un souhait de travailler de préférence avec des compositrices. Et c'est comme ça qu'on a fait des maquettes et qu'on est arrivé à travailler avec Delphine sur ce projet. Inversement, ça m'arrive de proposer des compositeurs français, des compositeurs étrangers dans le cadre de coproduction et de faire donc, tout ce travail de recherche. Donc il y a, pour résumer, un travail vraiment de recherche artistique sur les compositeurs, ou parfois même sur des compositeurs et des productions françaises. Ça arrive de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une place, a priori, même au moment une fois que le scénario est écrit, pour une musique originale ou pas. Donc, là-dessus, moi, je peux apporter un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Mais par exemple, sur La Nuit du 12, Dominique Moll, qui, en règle générale, a plutôt quelqu'un de très mélomane et qui qui accorde beaucoup d'importance à la musique. Mais et ses productrices aussi, chez Waycourt, avaient une interrogation sur le fait que le film pouvait exister sans musique. En fait, il y avait au scénario 2-3 musiques intradiégétiques, qui étaient donc les musiques intradigétiques, c'est les musiques qu'entendent les personnages, donc les musiques qui passent à la radio ou autre. Mais savoir s'il y avait la place dans cette histoire de recherche, d'enquête, de commissariat, est-ce qu'il y avait ou non une place? Bon, moi sollicité pour ça. J'ai imaginé qu'il y avait une voie pour une narration un peu différente par la musique. Et j'ai proposé des compositeurs, dont Olivier Marguerie. Et voilà, avec cette idée potentiellement que cette place pour la musique, ça peut être aussi quelque chose de vocal. Que, voilà, c'est ce qui m'est venu à la lecture. Donc la supervision, c'est ça. C'est un peu... Donc, ça comprend la musique originale. Ça comprend... Alors, il y a un aspect artistique, mais il y a aussi un aspect qui va être du domaine on va dire de la gestion de budget. C'est-à-dire, à un moment donné, le producteur vous confie un budget. Et à partir de là, il faut répartir le budget entre la musique originale, les musiques préexistantes. Et donc, ça fait partie aussi de ce que je fais un superviseur, donc
gérer les budgets, négocier les droits des musiques préexistantes, et puis négocier un budget pour les compositeurs et les compositrices et travailler sur la meilleure façon de l'utiliser en enregistrement pour faire de la production exécutive. Et après, ça veut dire chercher des musiques aussi pour tout ce qui est musique préexistante. Et là, il ne s'agit pas de... on a parfois cette idée du superviseur musical comme étant quelqu'un qui place des playlists. Bon, c'est pas vraiment... On passe pas ses musiques favorites, quoi. C'est pas ça le métier. La bonne musique préexistante pour un film n'est pas forcément la musique qu'on préfère personnellement, c'est ça? Oui, oui, c'est celle qui, encore une fois, aide à raconter une histoire, à caractériser des personnages, à se placer dans une époque quand c'est un film ou un sujet d'époque. Mais Jackie nous rejoint. Jackie peut venir s'installer, ouais, il n'y a pas de problème. Et donc, ça tombe bien parce qu'on allait juste enchaîner le tour de table. C'est le premier tour de table. Mais pour terminer avec Thibaut, donc on vient de comprendre que le superviseur musical travaille à la fois sur la musique préexistante, donc l'aspect juridique, négocier les droits, l'aspect économique, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les possibilités de budget. Mais on a entendu aussi que ça concerne aussi la musique originale, donc le choix des compositeurs, faire venir Olivier Marguery sur La Nuit du 12. Et d'ailleurs, bravo pour les Césars, puisqu'il y a à la fois Olivier Marguery qui était nommé au César, mais tu as aussi supervisé à plein temps où Irène Dresel avait gagné le César. Est-ce que c'est aussi ton choix de faire venir Irène Dresel là-dessus ou... Sur à plein temps, en fait, donc comment ça s'est passé? On est parti d'un... Je trouve que là, je connaissais le directeur de production et le directeur de post-production, donc il m'avait sollicité pour lire le scénario et puis donner mon avis par rapport à ce film. Et immédiatement, enfin pas immédiatement, mais bon, ça m'a donné... il y avait un côté quand même très... on va dire influencé par le cinéma américain des années 70, dans l'écriture, dans ce qu'on pouvait en projeter, dans le contexte français, quoi, donc avec quand même... voilà, relatif. Mais ça m'a donné envie d'aller... j'ai imaginé plutôt des choses qui pouvaient être... comme ça, à la lecture, je voyais très bien un peu un Oneotrix Point Never ou quelque chose de très électronique, en fait, quoi. Ce que souhaitait aussi le réalisateur, et comme on a eu... donc en échangeant rapidement par mail, en donnant juste mes impressions au directeur de production, du coup, on s'est rencontrés, et par rapport à ses envies, donc il y avait un peu les films de Fer Savdi, que lui avait dans les références, mais aussi, encore une fois, tout le cinéma américain des années 70. Moi j'ai fait des recherches de compositeurs, compositrices, plutôt des compositrices, parce que le duo de producteurs était un producteur et une productrice, et avait envie d'avoir dans les postes artistiques un peu une logique de 50-50, quoi, et ce qui était plutôt heureux. Et donc j'ai un peu réuni plusieurs personnes de la musique électronique, des femmes, mais aussi des hommes, parce que pour faire des rencontres, en fait. Et sur un brief qui était entre Tangerine Dream et Oneotrix Point Never, quoi, sur quelque chose d'assez électronique, mais quand même avec pas mal de matière qui pouvait soutenir l'action, quoi, et être très présent, quoi, en fait. Très bien. Et donc vraiment le superviseur musical en charge de la direction artistique musicale. Et pour l'anecdote, il y a donc souvent un personnage qui est lié à la musique, donc que ce soit avec Justine Triet ou dans Victoria, le personnage était pianiste, ou l'enfant de Anatomie d'une chute qui est pianiste, et dans Rester vertical, le personnage, le vieil homme dans Rester vertical était un fan de Pink Floyd, sauf que Pink Floyd c'était trop cher, et donc l'idée aussi du superviseur musical, c'est d'essayer de trouver une alternative moins chère au Pink Floyd. Comment ça s'est passé? En fait, sur Rester vertical, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait dans le scénario et dans ce qui avait été tourné aussi dans la matière du montage, un personnage qui était effectivement un personnage un peu fantasme, mais qui était vraiment fan de Pink Floyd. Et il y avait notamment une scène assez importante dans le film, qui est une scène un peu d'euthanasie qui se fait au son de Pink Floyd au départ. Et puis, c'est une notoriété publique, quoi. Les Pink Floyd, c'est pas les meilleurs amis du monde aujourd'hui, quoi. David Gilmour, Roger Waters, quoi, ils se parlent pas, quoi. Donc, au départ, moi, j'étais pas sur le projet, en fait. C'est d'autres superviseurs qui ont initié les demandes pour Pink Floyd. Et ça traînait. À un moment donné,
le directeur artistique qui travaille avec Roy Gentil, qui est un ami, qui travaille avec Alain Guiraudis sur plusieurs de ses projets, a proposé à la production, à Sylvie Piala et à Alain de réfléchir un plan B, en fait, quoi, pour histoire qu'il ne soit pas uniquement dépendant de la réponse de Pink Floyd. Et donc, moi, j'étais ravi, parce que j'adore le cinéma d'Alain Guiraudis, donc j'ai foncé, j'ai dit oui. Mais quand même, trouver des remplacements à Pink Floyd, c'est un peu corsé, quoi. C'est pas le truc le plus facile du monde. Donc, je me suis plongé dans la musique planante, le krautrock, tous les trucs possibles des années 70, pour finalement qu'on trouve des remplacements au long cours. Et une fois que le film a été sélectionné en compétition officielle, on a eu l'accord des Pink Floyd. Mais Alain Guiraudis, qui est quand même plutôt un punk, a dit non, on va rester avec nos musiques qui sont super, et on n'a pas changé au dernier moment. Donc et c'était quoi déjà les musiques ? Les musiques, il y avait en fait des musiques un peu variées qui étaient à la fois un groupe français contemporain, de vraiment psyché, et évidemment là, tout de suite le nom m'échappe. Mais, Wall of Death. Ouais, voilà, Wall of Death, ouais, qui avait un jeu de guitare à la Pink Floyd, à la Gilmour, quoi, ce côté vraiment ce mélange de clavier, quoi, qui avait réussi à faire ça, quoi. Et donc ça, c'était une idée d'Alain, en fait. Il y a The Wall, c'est marrant. Ouais, voilà, ouais. Et puis après, il y avait aussi d'autres musiques qui, elles, venaient vraiment des années 70. Le guitariste des Eagles qui a fait des albums solo. On avait après du Julian Cope, etc., etc. Donc on était en plein psyché lourd. Hein. Donc ça arrive, oui, voilà. Mais je suis rentré là un peu par la petite porte. Très bien, très bien. Alors après avoir présenté les deux compositeurs Riz présents et le superviseur musical Thibaut Debuenne, maintenant on accueille donc Jackie Goldberg, le réalisateur de la table ronde, qui présente au festival Côté Court Dilemme, son nouveau court-métrage, présenté d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, mercredi 14 juin, 17h30, dans le cadre de la Fiction 4. Alors Jackie, on te suit régulièrement depuis longtemps maintenant en tant que à la fois journaliste aux Inrecuptibles et dans d'autres journaux, et aussi donc réalisateur sur des courts-métrages dès l'Enclave en 2008. Alors je crois que l'Enclave n'avait pas de compositeur, et au fur et à mesure... Tout à fait, il n'y avait pas de compositeur. Et ma première question, pour un réalisateur, le souci de la musique, alors par ailleurs, tu es très mélomane, mais le fait de faire venir de la musique dans un film, pour un réalisateur, c'est pas forcément toujours évident. Donc de l'Enclave, où il n'y en avait pas, à une première collaboration, voilà comment ça s'est passé. Moi, j'apprends le cinéma petit à petit. En fait, à chaque film, je rajoute des éléments que je n'avais pas fait avant. Donc au début, ouais, en fait, je crois que ça concerne plein de réalisateurs. Je me rends compte, les premiers films, souvent, on aime bien quand il n'y a pas trop de dialogue, pas trop de musique. Enfin, en tout cas, j'en croise plein de réalisateurs comme ça, parce que ça fait un peu peur, quoi. C'est un truc, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc, moi, j'en mets pas comme ça, c'est plus simple, et puis c'est un peu radical. Et petit à petit, en fait, j'adore la musique en général, j'adore la musique dans les films. Je suis un peu DJ aussi, donc c'est un truc qui me travaille beaucoup. Donc j'en ai mis au fur et à mesure dans mes films. Voilà, au début, c'était musique plutôt dans Far From Manhattan. Il y avait un musicien qui s'appelle Christophe Musset qui jouait dans le groupe Revolver, qui apparaissait, qui était un personnage et qui jouait un morceau de guitare, donc un morceau du film. Après, j'ai fait aussi de la musique avec d'autres membres du groupe Revolver qui, par ailleurs, eux, ont aussi fait de la musique des films de Davy Chou, un garçon qui s'appelle Jérémy Arcache, qui a fait la musique de mon documentaire sur Judd Apatow, et les musiques des films de Davy Chou. Mais pour ce film-là, en fait, je savais, donc Dilemme, je savais qu'il me faudrait de la musique, mais je ne savais pas quoi. Et c'est venu très tard, en fait. Et c'est un peu une question que j'ai mis de côté pendant toute l'écriture. Je n'ai pas du tout écrit avec de la musique en tête. Quand j'ai contacté le compositeur, je ne savais même pas ce que j'allais lui demander, en fait. C'est un peu le hasard qui m'a amené vers lui. Donc il s'agit de Chassol, Christophe Chassol. Est-ce que j'anticipe une de tes... Enfin, du coup, j'ai peut-être répondu trop à tes... Non, mais on va revenir à Chassol dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent eu de différentes collaborations
On a évoqué le chanteur Christophe Musset de Revolver. Il y a eu aussi Nicolas Rabus sur In Loving Memory en 2011 et également Leonardo Ortega sur Flesh Memory. Et ce que j'ai remarqué en revoyant d'ailleurs récemment tous les films, c'est que même si les compositeurs changent, j'ai l'impression, et ça rejoint parfois ce qu'on dit souvent en musique de film pour les compositeurs ou compositrices, l'idée c'est de faire la musique du cinéaste. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois nous sommes un peu dans un même univers, quelque part musical, une dimension plutôt mentale, onirique, une musique plutôt planante, éthérée. On retrouve ça donc dans In Loving Memory, on retrouve ça dans Flesh Memory, et on retrouve cela dans Dilemme, une musique voilà, planante, éthérée, et je dirais presque, il y a aussi un travail de la voix. La voix, qu'elle soit une voix off dans In Loving Memory, qu'elle soit la voix d'une téléopératrice dans Flesh Memory. Il y a beaucoup cette voix comme ça, très belle. Téléopératrice. Voilà, pour dire. Joli euphémisme. Dans les camgirls. Voilà, camgirl. Dans Flesh Memory. Donc, et dans ce nouveau film, Dilemme, la voix aussi est importante, puisque c'est vraiment un dialogue à deux. Donc, c'est voilà, des films très musicaux, à la fois liés au timbre des voix et à la musique qui nous met comme ça dans une espèce d'ambiance. Voilà, la nature musicale, elle est climatique. Et donc, comment tu amènes les compositeurs à livrer finalement, à les faire entrer dans ton univers. Et donc, Chassol, comment lui, qui a un univers bien installé sur album, tu as pu l'amener à ton univers? À chaque fois, en fait, je fais confiance au hasard pour la musique. Au hasard, ou alors à des gens que je connais déjà dans la vie, et je me dis, tiens, mais j'aime bien ce que fait Christophe Musset, je lui demanderais bien de faire un morceau pour Far From Manhattan. Ensuite, Nicolas Rabus, c'était une rencontre par hasard, et puis il m'a dit qu'il faisait de la musique, il m'a fait écouter des choses qu'il faisait, j'ai aimé, j'avais ce court-métrage, je lui ai dit, bah, est-ce que tu aimerais faire la musique de ce court? Est-ce que j'avais des inspirations quand même très précises pour In Loving Memory, et c'était en gros il s'agissait d'imiter des choses un petit peu. Enfin, j'avais une idée déjà précise du résultat auquel je voulais arriver, et c'était de la musique un peu de la musique au kilomètre qu'on fait dans les années 60, du easy listening en fait. C'était ça l'idée. Il m'a dit je suis tout à fait capable de faire ça, c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir, et ça. Je suis ravi vraiment de ce qu'il a fait. Avec Léonard Ortega pour Flesh Memory, c'est pareil, c'est Laurent. Je ne le connaissais pas, Léonard. On s'est rencontrés via Jérémy Arcache, qui avait fait la musique de mon documentaire This is Comedy sur Apato, où là je l'avais laissé très libre. Jérémy, il a proposé des choses d'ailleurs auxquelles je n'aurais pas pensé, que j'ai finalement adoré. Une musique très californienne, soft rock des années 70, très Steely Dan, et c'est grâce à lui que j'ai découvert Steely Dan d'ailleurs, qui est un de mes groupes préférés. Mais donc là, voilà, je lui ai fait confiance à lui pour m'amener vers son univers, qui finalement est le mien aujourd'hui. Et Léonard Ortega, donc, c'était un ami de Jérémy, et là, je cherchais une musique classique, en fait, pour casser avec le côté intimiste du documentaire, hein, parce que c'est un film qui se passe intégralement dans une maison de quelqu'un qui est très renfermé, qui vit chez elle, qui sort très peu de chez elle, et qui fait de la cam toute la journée. Donc, elle se dessape devant une caméra, une webcam, et elle gagne sa vie comme ça. Et j'avais surtout pas envie d'une musique folk intimiste, même s'il y en a un tout petit peu par endroit. Je voulais quelque chose qui gonfle un petit peu, qui la fasse sortir de chez elle, en tout cas, qui donne cette impression qu'il y a un hors-champ, qu'il y a un ailleurs, par une musique très symphonique. Donc Léonard était la personne parfaite pour ça. Et sur Dilemme, c'est encore une fois le hasard qui m'a amené vers Chassol. Je suis allé le voir à un concert à Nice. C'était un tout petit concert, donc c'était très facile de l'aborder après. Je suis allé le féliciter, et il m'a reconnu, en fait, et j'ai complètement halluciné. Il m'a reconnu du Cercle, l'époque où j'étais chroniqueur au Cercle. Donc, il connaissait mon visage, mais il n'était plus très sûr. Il me dit, mais on se connaît, non? Je lui dis, je crois pas. Je crois pas. Et en fait, il me dit, si, le Cercle. Et donc, il connaissait mon travail comme critique. Et donc, on discute. Ça facilite beaucoup la discussion parce qu'on discute tout de suite de cinéma, de films, etc. Et il me dit à la fin de cette after party, il me dit écoute, si tu fais des films, très bien. Oui, je lui dis je fais des films, et il me dit bah, très bien, écoute, à l'occasion, si tu as envie que je fasse un truc pour toi, n'hésite pas à m'envoyer. Et là, j'étais sidéré parce que je suis vraiment fan de ce qu'il fait, et d'un coup, il me propose, c'est lui qui me proposait, j'ai même pas eu besoin. Donc j'ai tout de suite envoyé mon scénario, c'était très peu de temps, c'était l'été avant que je tourne.
Enfin, c'était 6 mois avant que je tourne. Et il a lu le scénario, il m'a dit oui. Et ça peut être aussi intimidant. Alors c'est très flatteur. Hyper intimidant. Et intimidant parce qu'on se dit, il faut quand même qu'il fasse la musique de mon film. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, je vais le voir quelques temps après, plusieurs mois après, en fait, je vais le voir dans son studio. Là, on fait vraiment connaissance. Et à l'issue de cet entretien, je dirais, je me rends compte que je ne sais absolument pas ce que je veux lui demander. Il est un peu en attente, genre, mais tu veux quoi de moi? Et je n'avais pas réfléchi. J'étais tellement excité à l'idée d'aller dans son studio, de voir ses trucs. Il me montrait tout ça. Et je lui dis, écoute, je vais réfléchir et je reviens vers toi. Et donc, je lui ai écrit une longue lettre, enfin, pas une lettre manuscrite, un email, quoi. Mais je lui ai écrit un long email où, donc 3 semaines avant mon tournage, quand j'étais en plein découpage, où là, ça y est, le fait de m'atteler au découpage faisait que j'avais enfin de la musique en tête. Et je commençais à savoir formellement à quoi allait ressembler le film. Qui est un film en fait qui a été assez long à écrire. J'en avais parlé dans une autre table ronde sur les résidences. C'est un film c'était mon film le plus écrit. C'était la première fois que je me coltinais au dialogue, avec autant de dialogues. Et donc quand je suis arrivé au tournage, en fait, j'avais tellement travaillé sur le scénario que finalement la question de la mise en scène, je l'avais presque oublié, quoi. Donc je m'y suis mis à ce moment-là. Et Chassol, je lui ai donné comme référence principale la musique de Clout de Michael Small. Et plein d'autres références par ailleurs. Et il m'a répondu, écoute, c'est génial, parce que c'est la première fois qu'on me parle de Clout et de Michael Small, qui est vraiment un de mes compositeurs préférés. Donc ça m'enchante que tu me parles de ça, ça me parle beaucoup, donc on va y aller. Et l'idée, c'était, on verra l'extrait après, mais c'était, j'en parlerai après de l'idée après. Et donc, ouais, je proposais justement, là, vu qu'on parle de ce film, qu'on va commencer, chacun a un extrait à montrer, et on va commencer maintenant à rentrer dans les commentaires d'extraits. C'est toujours très instructif. On va commencer donc avec Dilemme. On va ouvrir le film, puisque finalement le film est projeté dans quelques jours, comme je vous l'ai dit. Donc pour éviter de divulgacher ou voilà, de rentrer au milieu du film, on va faire l'introduction, puis vous verrez la suite quand vous reviendrez le voir. On va voir tout de suite l'univers dans lequel on est, avec cette musique de Chassol. Donc c'est Dilemme. Voilà, de Jackie Goldberg, musique de Chassol.
On peut couper. Je sais pas si la technique m'entend. C'est pas très long. Non, ils m'entendent pas en fait. Le micro est. Non. Et avec ce micro, ça marche? Non, Peut-être. ils sont désactivés. Ah. Ah, l'extrait n'est pas si long que ça. Le dernier morceau composé par Elvis Presley. Toxique. Voilà. 1, 2, 1, 2. Britney Spears. Voilà, ça te... 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bon, on peut... Parce qu'en plus, c'est enregistré, c'est pour ça surtout. Il y aura un podcast. 1, 2, 1, 2. Ce sera mieux avec le micro pour le podcast. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Non, il n'y a pas de micro. Le micro, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. On veut bien continuer, mais il n'y aura plus d'enregistrement. Peut-être. Alors, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir proposé. Donc on vient de voir un extrait de Dilemme et c'est intéressant, je trouve, dans cet extrait parce qu'il y a donc une musique d'introduction qui est de premier plan et dès qu'ils se mettent à table, voilà, le film commence. On est dans une ambiance de restaurant et la musique qui était donc de premier plan devient une musique d'arrière-plan presque intradégétique, presque comme si elle était jouée dans le restaurant. Complètement. En fait, dans ce film, il y a de la musique de la première seconde à la dernière seconde, pratiquement la dernière seconde, avec effectivement deux régimes musicaux, intra ou extradiégétiques. Chassol a composé la musique extradiégétique et Jean-François Prigent a composé la musique intradiégétique, qui est une musique de jukebox, où je lui ai demandé de pasticher de la musique des années 50 et notamment, comment ça s'appelle, ce morceau-là en particulier, c'est Santo et Johnny. Si ça vous parle, c'est de la musique un peu qui ressemble à la musique hawaïenne avec de la style guitare, hein, Sleepwalk, voilà. Ouais. Et également de pasticher à un moment 5 Years de David Bowie, qui a une importance particulière dans le film. En fait, dans le film, la musique est capitale, parce que c'est deux personnages qui sont obsédés par la musique, l'un par David Bowie, l'autre par Britney Spears. Voilà, donc on a entendu un peu dans les dialogues. Voilà. Et ce qui est intéressant, entre le Chassol qu'on a entendu et le Prigent ensuite, c'est très très homogène, c'est cohérent. Bah oui. Est-ce que Chassol avait la musique de Prigent ou inversement? Non. J'ai reçu les choses séparément, à distance. En plus, j'ai travaillé à distance avec les deux. Okay. En fait, au tout début, j'ai travaillé... j'ai fait une session avec Chassol dans son studio. En finissant le tournage, j'avais ramené des rushs, en fait, et je voulais lui montrer les rushs pour qu'il s'inspire un peu. Mais il a composé les choses tout seul, il m'a envoyé plein de propositions, et j'ai choisi. Mais en fait, on ne s'est jamais... je crois que ça se fait assez fréquemment, d'ailleurs, avec les musiciens, de travailler à distance. Non. Alors on l'a dit, David Bowie est très présent dans les dialogues. Il est même question de certaines paroles de chansons évoquées. Is it too late to be grateful, notamment. Station to Station. Voilà, mais en revanche, on n'entend jamais la voix de David Bowie. Est-ce que c'était un choix assumé ou alors, pour revenir à la supervision musicale, juste trop cher? C'est un peu cher. Tu y as pensé quand même à un moment donné ou pas de l'entendre? Oui, j'y ai pensé. On s'est renseigné sur les prix, mais même 10 secondes, c'était inabordable. J'ai voulu faire un truc à un moment qui était de bricoler un peu Station to Station. Et je crois qu'en fait, il y a quand même le tout début de Station to Station qu'on a trituré pour que ce soit méconnaissable. Mais ça commence, c'est un bruit de rail, c'est un train en fait. Je crois qu'il y a un tout petit peu ça à un moment dans une scène, qui est recouvert de plein d'autres sons, donc on ne le reconnaît pas. Ouais, bah, j'espère. Et non, c'est... Oui, alors je crois qu'il est crédité parce que les paroles. On est obligé de. On a quand même payé les paroles. Ouais. On a quand même payé les paroles. C'était pas donné. Rien que les paroles. Juste un comédien dit les paroles. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je sais pas si c'est une question qui vient après, mais sinon je voulais préciser un truc pour la scène d'introduction. Oui, bien sûr. Donc j'ai dit que je lui avais demandé de s'inspirer de Clout, un film de Alan Pakula que j'adore, dont la musique a été composée par Michael Small. Au final, ça ressemble pas du tout à la musique de Clout. Donc je suis très content, mais c'est aussi le jeu quand on balance une inspiration. Le but c'est de la digérer, et de proposer autre chose. C'est juste pour
un esprit. Et l'esprit que j'avais en tête, en fait, c'était, bon, évidemment, Alan Pakula, il fait des thrillers paranoïaques. Donc là, on est avec des complotistes, donc tout de suite, la paranoïa, c'est quelque chose c'était une thématique qui me semblait importante. Et par ailleurs, la bande originale de Clout, en fait, on connaît surtout le morceau avec des notes de piano paranoïaques, très stridentes, stressantes, mais il y a aussi un morceau, un moment, une très mélancolique, romantique. Et je lui avais dit, voilà, c'est vraiment les deux polarités du film, la polarité et le romantisme. Et ce lieu, je le conçois comme donc ce diner, je le conçois comme une bulle hors du temps, une bulle même hors de France, parce que c'est un petit morceau d'Amérique kitsch arraché à l'Amérique et ramené dans une zone industrielle à Nantes, complètement absurde comme lieu. Et en même temps, c'est dans cette petite bulle absurde que eux se rencontrent. Ils ne peuvent se rencontrer que là parce que le reste du monde les agresse. En fait, en tant que complotistes, ils ont confiance en rien ni personne. Et là, ils sont bien au milieu de gens un peu bizarres. Et donc, cette idée d'une bulle au milieu d'un monde agressif, c'était une direction que j'avais donnée. Et puis, je voulais aussi faire une fausse piste parce qu'en fait, cette scène, elle nous raconte autre chose que ce qu'est le film. On ne sait pas très bien qui on suit. Elle est habillée un peu comme une espionne et j'aimais bien cette idée d'amener le spectateur vers autre chose que ce qu'est le film au début, quoi. Et parmi les références, moi je pense souvent, même si tes films n'ont rien à voir directement, mais je pense souvent au duo Lynch-Badalamenti. Bon voilà, et il y a aussi dans ce film-là une part de personnages voilà, fantastiques, très étranges, cette inquiétante étrangeté en quelque sorte. Et il y a un moment où il y a justement un vendeur de fleurs qu'on pourrait tout droit pour provenir d'un film de Lynch. Et à ce moment-là, la musique est très étrange parce que la musique double les paroles. Comment ça s'est fabriqué ça ? Alors ça, il est connu pour ça, Chassol. Il est connu pour ce qu'il appelle les ultrascores. En fait, il adore doubler de la parole. Quand il entend des gens qui parlent, en fait, il entend de la musique. Et donc, moi, j'avais envie de donner un statut particulier à ce dialogue. Enfin, c'est un monologue, en fait. C'est une prophétie, qui a un statut un peu magique dans le film. Donc, j'ai profité de son talent pour scorer de la parole, pour cette séquence, et l'amener ailleurs. Tout de suite, elle a un statut particulier dans le film. Et c'est vraiment un truc que j'adore chez lui, les ultrascores. Par exemple, il y a une vidéo qui circule sur YouTube où il est en manif et il double les... Je ne sais pas si vous la connaissez, cette manif, c'était il y a 2 ans, je crois. Et il double les slogans des manifs, quoi. Enfin, il les double pas, il écrit de la musique sur... Et dans cette séquence-là, où justement la musique double le dialogue, ça existe une certaine synchronisation, parce que c'est vraiment en temps réel. Est-ce que c'est lui qui le fait face aux images ou oui, c'est ça. Oui, alors, ça pour moi c'est un peu magique, parce que je ne l'ai pas vu faire en fait. Il m'a envoyé le truc, je lui ai dit je veux un ultrascore pour de là à là, et il m'a envoyé, c'était parfait tout de suite. J'ai rien eu à changer. Mais oui, il le fait face aux images. Et en fait, une autre particularité de Chassol, c'est que tous ses albums sont en fait des bandes originales. En fait, il ne peut composer qu'avec des images, Chassol. Et quand il n'a pas d'images, il les fait lui-même. Donc en fait, il part en Inde, par exemple, il fait un documentaire en Inde, il prend une caméra, il filme des gens, il demande à des gens de chanter, etc. Et il monte un documentaire qui dure le temps de l'album. Et son album va être la bande originale, le score de ce film qu'il a fait lui-même. Il l'a fait pour Bixen aussi. Enfin, il le fait presque systématiquement. Il ne peut composer qu'avec des images. Oui, le rapport lien musique-image est présent dans son travail en dehors du cinéma, ouais. Et finalement se juxtapose avec ton travail. C'est un immense cinéphile, évidemment. Ouais. Enfin, si vous écoutez ses musiques ses émissions sur France Musique, il adore parler de cinéma, de ses références toujours. Voilà. Je propose qu'on continue la projection d'extraits. Delphine Malocena, par exemple. Donc, tout à l'heure, tu t'es présenté. Et maintenant, le court-métrage, puisque nous sommes à côté court, Contes cruels de Bordeaux, court-métrage de Claire Maugendre, qui était présenté notamment à Brive, je crois, festival du moyen-métrage. Un garçon noir rencontre une jeune fille blanche et tombe éperdument amoureux. Si elle veut le revoir, le garçon lui demande juste une chose, ne pas le toucher. Donc c'est un mélange de fantastique et par contre, le dispositif est très intéressant puisque c'est voix off et photo. Un peu comme un roman photo. Comment la rencontre s'est faite avec Claire Maugendre et quelles ont été les premières intentions de la réalisatrice avant de voir un extrait ?
Alors, ce projet remonte à il y a 2 ans, donc c'est un peu loin dans ma mémoire. Mais non, Claire m'a contactée parce qu'elle avait entendu certaines de mes compositions. Elle est vraiment venue me chercher pour mon univers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle voulait que je travaille la matière sonore. Et voilà, ça me revient parce que sur ce film-là, précisément, je travaille vraiment à la frontière du sound design. Donc, musique, son, j'ai travaillé de manière très collaborative avec la monteuse son qui s'appelait Claire Cahu. Donc je pense qu'elle est venue me chercher pour cette caractéristique, le fait que j'adore travailler le son. Donc du coup, comme c'était un film fait à partir de photos, il n'y avait pas de son direct, il n'y avait pas de dialogue pris sur le champ, il n'y avait pas de son seul, etc. Donc elle a voulu que je compose à partir de sons que j'enregistrais moi-même, etc. Donc c'était un travail particulier. Et puis c'est intéressant que la musique permet de rendre vivante, une matière vivante, ces photos immobiles. Donc ça crée une profondeur de champ et c'est là où on voit finalement, ça révèle cet extrait qu'on va montrer, tout le pouvoir et la nécessité parfois d'une musique. On va découvrir cet extrait avant d'en reparler. Conte cruel de Bordeaux. Film de Claire Maugendre, musique de Delphine Malo-Sénat. Conte cruel de Bordeaux. Tant qu'il cherche l'extrait. Le garçon ne comprit pas tout de suite que ses regards étaient pour lui. Puisque personne était le nom qu'il portait dans ce pays. On raconte que leur passion pour l'histoire et la géographie d'abord les rapprocha. Ce premier jour où ils se parlèrent, le garçon lui demanda avec timidité de ne pas le toucher. Il lui dit « Je préfère que tu ne me touches pas ». La jeune fille fut surprise, mais le jeu d'abord l'amusa. Il avait promis de venir dans le café près du musée. Elle lui envoya plusieurs messages, mais le garçon répondit de façon épisodique. La jeune fille commença à rêver de l'Afrique. Et voilà donc pour Conte cruel de Bordeaux. Merci pour le micro. Voilà. Conte cruel de Bordeaux de Claire Maugendre. Alors on voit vraiment la place de la musique et l'idée que Delphine Malo-Sénat, c'était vraiment de créer la bande-son finalement de ce film. Et on voit aussi tout le potentiel d'instruments. C'est-à-dire que à travers le choix des instruments, on se fait une idée d'un instrument. Mais il y a 10 000 manières de faire interpréter un instrument. Et là, le choix du violoncelle, d'abord d'une manière un peu mélodieuse et puis ensuite d'une manière un peu plus dissonante en fait. Ouais, en fait, pour ce film, on a décidé de partir un peu à contrario de ce qu'on pourrait penser naturellement. La fille va un peu dévorer ce garçon et du coup, on a décidé de lui attribuer le violoncelle. Et là, sur la deuxième partie de l'extrait, c'est un violoncelle avec beaucoup d'harmonique, beaucoup de grincement, beaucoup d'ampleur. Et lui, qui est beaucoup plus volatile et moins ancré, on lui a attribué la flûte traversière. Donc après c'est un film long qui dure 40 minutes et on a vraiment développé ensuite. Donc ça part du côté du violoncelle et après ça va vers la flûte. D'ailleurs, on a entendu un peu de flûte à un moment pendant le globe. Et on a vraiment travaillé sur des textures sonores. Par exemple, quand la flûtiste est venue enregistrer, on a travaillé sur la notion d'étouffement. Donc on sent vraiment son souffle,
Ouais, on a été loin, franchement, sur ce film. Et en effet, l'idée était de reconstruire complètement l'univers sonore, l'imaginaire de l'Afrique, parce que voilà, il y a tout cet imaginaire colonialiste derrière. Et ouais, franchement, c'était hyper intéressant. Et à travers le choix des instruments, puis Matteo Locaccioli pourra peut-être aussi évoquer cela en tant que multi-instrumentiste. Il y a souvent parfois des réalisateurs qui disent moi je veux surtout pas tel instrument, mais en fait il suffit de l'utiliser autrement finalement. C'est pas l'instrument en lui-même qu'il ne vous veut pas, mais c'est la manière peut-être cliché qu'on a de l'utiliser, comme un violon par exemple qui peut être de différentes manières. Par exemple Matteo, de quelle manière voilà, tu pratiques aussi ces instruments et les amener finalement, les amener vers une matière, les amener vers autre chose que ce qu'ils sont habituellement. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais c'est comme dit Delphine, c'est la recherche d'une texture sonore, au fait. Parce qu'on peut écrire par thème, ça c'est tout à fait normal, et ça arrive tout le temps, mais on peut aussi écrire par texture. C'est-à-dire, moi c'est pour ça que j'ai beaucoup d'instruments différents, même si je ne les joue pas forcément tous bien, parce que tu prends un balafone, tu le touches avec un objet différent, et ça donne une sonorité différente. Donc oui, c'est intéressant pour ça, mais justement pour entrer dans l'histoire des textures sonores. Dans le court-métrage dont on va regarder un extrait, Attivio, les morceaux de bois, il y a une place prépondérante à la nature, notamment il y a un arbre. Et comment ça s'est passé pour faire exister finalement cette nature musicalement ? Alors c'était assez compliqué parce que les thèmes au fait que joue l'arbre, ou plutôt que l'arbre qui est joué par les garçons aidés par l'arbre, et était un thème qu'il fallait écrire forcément au piano parce que l'enfant doit apprendre à jouer. Et donc ça a été écrit évidemment avant le tournage, et après ça a été un travail de post-prod, et aussi aidé par le sound design. Donc c'est un mélange de sound design et texture pour sortir au fait du thème piano et les donner comme on a essayé de faire donner c'est comme un peu mystique, tu vois, la nature qui joue dans la musique, et voilà, c'est toujours la recherche de texture en fait, encore une fois. Et que ce soit donc pour Attivio ou même pour Delphine avec le court-métrage qu'on a vu, est-ce qu'il y a aussi un travail avec l'équipe son ? Évidemment, il y a le mixage, mais il y a éventuellement aussi les ingé-sons qui font aussi le son par exemple, pour Attivio. Alors pour Attivio, moi j'avais énormément de sonorités enregistrées sur place pendant le tournage, pour la post-prod, mais finalement ont été utilisées surtout par les sound designers, parce que dans le film, il y a une place importante au sound design. Et le sound design a été fait sur mes musiques. Très bien. Et après, donc. D'accord. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens, souvent. Et Delphine, on a vu tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure, donc tu étais ingé-son avant d'être compositrice. En étant ingé-son avant, finalement, le dialogue avec un ingé-son est plus facile ou pas forcément ? Ah bah oui, moi j'adore parler avec l'ingé son. Si j'arrive assez tôt sur le projet, par exemple sur 5e 7, c'était un très bon ami qui était ingé son. Du coup, il a pris des sons, par exemple les sons, à un moment il y a un IRM ou des sons de tennis. Et moi j'ai recomposé à partir de ces sons-là. Après je les traite, etc. Mais j'aime bien les musicaliser, disons. Et bien sûr, le fait d'avoir été ingé son, ça permet de parler de manière très concrète avec l'équipe son. Et puis j'aime tellement ça que pour moi, ça m'est vraiment naturel. Très bien. Attivio, donc, les morceaux de bois. On va voir tout ce travail sonore, donc ce court-métrage de Juliette Bouchny, projeté au Festival Côté Court vendredi 16 juin à 20h. On va découvrir donc tout ce travail sonore qu'a fait Matteo Locaccioli avec également donc, ce personnage. Je vous ai présenté ce court-métrage tout à l'heure avec cet enfant qui essaye d'apprendre le piano. Donc, je rappelle le titre, Attivio.
Et voilà, donc Ativio projeté vendredi si vous voulez le voir entièrement. Avec, ouais, c'était, je comble le vide, voilà, avant que ça... musique que l'on vient d'entendre de Matteo Locachuli, qui est très réussie, je trouve, dans un juste équilibre, hein, parce que l'idée de la musique de film, c'est vraiment de trouver un juste équilibre avec la dimension sonore, voilà, la juste place de la musique. Et on remarque ici que, dans un premier temps, la musique est vraiment liée à l'environnement naturel, en l'occurrence, et au fur et à mesure, c'est aussi un travail de mixage, la musique décolle de l'environnement pour devenir presque une musique intérieure du personnage. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui rejoint un peu tous les cas de figure qu'on vient de présenter, c'est-à-dire que c'est la dimension de la musique qui est là pour la part invisible du film. Est-ce que c'était ainsi que ça a été pensé ? Au fait, la musique, quand les thèmes passent entre guillemets au piano, ça c'est son rêve de jouer le piano. C'est exactement son intériorité. Et la chose intéressante dans ces moments-là, c'est que Juliette, la réalisatrice, était vraiment au studio avec moi tout le temps, parce qu'elle avait des idées tellement claires. Et toute la partie des pianos, la deuxième partie de l'arpège, disons comme ça au piano, elle m'a vraiment dirigé note par note. C'était très précis dans les spottings à l'image. C'est très intéressant à faire. Moi j'adore en tout cas. Et voilà, c'est ça. On vient d'entendre un mot, spotting, c'est donc ça veut dire placement musical, ça c'est quelque chose de très très important, c'est presque parfois, moi je dis souvent qu'en musique de film c'est la chose la plus importante, parce que c'est ce qui va déterminer le rôle de la musique et également comme un personnage va intervenir à un moment précis parce que c'est son rôle qui intervient. Et donc parfois pour la musique, voilà, la musique intervient qu'au bout de 20 minutes d'un long métrage parce que c'est là que le rôle intervient. Et donc le placement, c'est ce spotting, ça peut se faire au montage, on va de là à là, de là à là, ce qui paraît très limité finalement. La plupart du temps, les compositeurs préfèrent intervenir sur le scénario et déterminer dès la lecture les moments où la musique va pouvoir intervenir et ça va se ménager. Par exemple, Jackie Goldberg, le point de vue d'un réalisateur là-dessus, est-ce que dès le scénario, les placements de musique peuvent être aussi déterminés ? Ils ont été clairement déterminés dès le scénario, les placements de musique. Effectivement, outre la musique de jukebox, donc je savais qu'elle allait être là présente tout le temps, mais assez basse. Je savais qu'il y avait 3 moments où je voudrais de la musique et j'ai pas changé d'avis en cours de montage. C'était le début, le milieu, grosso modo, avec l'ultrascore dont tu parlais sur des paroles, qui est une musique très courte en fait, et la fin où je voulais une montée en fait, assez longue. Alors j'avais pas la durée exacte, je n'avais pas déterminé exactement à quel moment ça... Non, pardon, si j'avais déterminé dans le scénario combien de temps, à quel moment ça allait intervenir, je ne pensais pas que ce serait aussi long au montage. C'est juste, j'ai eu un problème de durée. La séquence est beaucoup plus longue que je ne l'avais écrite. Et miraculeusement, en fait, là, j'ai utilisé un morceau de Chassol qui existait déjà. Il a pas composé. J'ai pris un morceau qui existait, que j'ai très légèrement rallongé, mais très très peu. Et le morceau collait miraculeusement sur mes images. Ça, c'est vraiment... Rallonger la séquence, le montage ? Non, le morceau. En fait, alors comment on rallonge un morceau ? J'avais une séquence de, je sais pas, elle doit durer 10 minutes, la séquence de fin. Et le morceau que j'ai trouvé sur un de ses albums doit durer 9 minutes 30. Comment on rallonge un morceau préexistant ? On rajoute le monteur son rajoute des tu l'édites, voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Parce qu'on dit souvent qu'une musique préexistante est intouchable. Tu vas demander l'autorisation, évidemment. Oui, bien sûr. Thibaut, par exemple, voilà, on édite un morceau préexistant pour ajuster la durée, finalement. C'est rajouter des notes ? Non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est qu'on fait un montage à l'intérieur du morceau et qu'on fait revenir des parties du morceau pour tenir la durée. Ou alors c'est parfois des questions de durée, mais c'est parfois juste des questions de montage image, en fait. C'est que voilà, il y a des intentions qui font dans le montage image qu'un morceau préexistant, il va pas coller exactement. Donc on fait, c'est souvent ce que font les monteurs images, en fait, au moment ils vont travailler ça. Et après, reste à voir, à le faire accepter quand il y a vraiment des altérations, quoi, importantes sur les. Donc quand on fait ça, on envoie aux ayants droit en leur disant voilà, on aimerait bien faire ça. C'est bon pour vous ? Sinon, on stretch. Ouais. Fait ça aussi. Oui, alors ça c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Dans la pub surtout. Ah. C'est atroce. Ah oui. Quand on stretch un tout petit peu parfois, c'est presque imperceptible quand c'est vraiment très très
Mais ça arrive, c'est plus... Ouais. Parce que parfois, dans les différentes étapes du montage, un montage évolue évidemment. Et quand des compositeurs ont fait un morceau d'une telle durée sur un montage la séquence va durer plus longtemps, et souvent les réalisateurs ou les producteurs disent aux compositeurs là, on a besoin de quelques secondes de plus. Est-ce que c'est simple pour un compositeur qui a écrit sa partition, qui a sa logique intérieure, de rajouter du temps? Est-ce que ça, c'est reprendre tout le morceau intégralement, ou alors également il y a de l'édit qui peuvent être faits? Je dirais que ça, ouais, enfin, c'est pas. On pourrait, enfin, ça dépend des morceaux. Hein. Si c'est des morceaux très très cadrés, je sais pas, une musique très classique, etc. Mais bon, non, moi, c'est pas très difficile de rajouter quelques secondes. Enfin, franchement, par-ci par-là, ça se trouve. On rajoute une mesure, 2 mesures. Non, moi, ça me pose pas. Bah, après, ce qui est un peu fatigant, c'est de le faire 1000 fois et parfois, on perd un petit peu le morceau. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, ma première version était beaucoup mieux. On m'a demandé beaucoup de modifications pour s'adapter à des versions de montage. Et à la fin, je perdais un peu la sève du premier morceau. Et il y avait moins cette magie. Mais bon, du coup, parfois, je repars de la première version. Mais non, ça, c'est pas un souci, je trouve. Pour ma part. Oui, pareil. On a des petits escamotages pour ajouter quelques mesures par là. Ça va. Thibaut va ajouter quelque chose? Ce qui se passe parfois, en fait, c'est que les monteurs images ou les monteurs musique, quand c'est un poste qui existe, ils vont travailler aussi à partir de la matière, des compositions du compositeur, de la compositrice, et parfois faire de utiliser les stems, c'est-à-dire les éléments séparés, donc les éléments séparés, alors donc ils peuvent être juste les violons, les rythmiques, voilà. Et à partir de ça, justement calibrer sur les durées, ou alors utiliser différentes parties de différents morceaux et refaire quelque chose. Donc c'est particulièrement notable sur des séries où, pour des questions de timing, on est amené à... Il y a beaucoup de matière de composition, et donc les monteurs images et les monteurs musique peuvent être amenés à soulager un peu les compositeurs de cet aspect-là, quoi. Donc, donc il y a un travail sur les durées, mais sur les titres eux-mêmes, quoi. J'avais demandé les stems, mais je les ai jamais eus. J'ai dû faire sans. Alors les stems, donc quand les compositeurs font leur maquette, on appelle souvent ça aussi des maquettes, donc des musiques, avant qu'elles soient enregistrées, on les fait avec des instruments virtuels sur ordinateur et on sépare chaque famille instrumentale. Et ensuite au mixage, même quand elle est enregistrée d'ailleurs, le mixeur peut se permettre de baisser les volumes d'une seule partie instrumentale. Et donc là, Chassel ne t'a pas envoyé les stems isolés, c'est ça? Oui, c'est ça. Il voulait pas qu'on touche à sa musique. Je sais pas, ou il a pas eu le temps. Enfin, Ouais. Ça lui paraissait secondaire. En tout cas, je les ai jamais reçus. J'ai dit bon voilà, c'est comme ça, et ça marchait très bien sans. Ouais. Donc. Parce qu'il y a aussi, oui, ces compositeurs aussi qui veulent protéger leur musique, et ça peut se comprendre. C'est évidemment, voilà, il y a aussi l'intégrité de l'artiste. Oui, parfois c'est. Après, c'est pas notre film. Je veux dire, un compositeur fait la musique sur l'œuvre d'un. On est au service entre guillemets. Mais parfois, ça peut être un peu frustrant. Moi, je ne vais pas faire de nom, mais sur un film récemment que... Bon, évidemment, ils avaient des systèmes en mix, et il y a une séquence très écrite pour l'orchestre. Et au mix, l'orchestre a été coupé. Et donc, il reste une guitare acoustique et la basse. Radical. En ces cas-là, moi j'ai rien contre couper l'orchestre, mais j'aurais aimé. La guitare était jouée comme ça pour s'intégrer à l'orchestre. Si on enlève l'orchestre, cette guitare-là n'a aucun sens. Donc j'aurais aimé rejouer cette guitare. Donc tout ça pour dire que les stems, c'est un double. Oui, c'est à double tranchant. Ouais. Je comprends complètement que pour un compositeur, ça puisse être un peu terrifiant de donner ce système. Je le comprends. Il y a pas mal un peu de mots tabous pour des compositeurs, et un autre que je vais lâcher, c'est temp track. Donc c'est des musiques temporaires que souvent les monteurs, monteuses placent au montage, parce qu'ils ont besoin de musique pour trouver le rythme de leur scène, et ils n'ont pas encore le compositeur avec eux présent, donc ils placent des musiques temporaires. Mais souvent, les musiques temporaires, les compositeurs découvrent le film avec toutes ces musiques, et on leur demande d'imiter ces musiques, parce que les monteurs, monteuses, réalisateurs, réalisatrices ont tellement vu cette séquence comme ça, ils s'y sont habitués.
Et donc les compositeurs sont un peu étriqués finalement dans leur inspiration. Jackie a pratiqué ça, non ? Oui, j'ai pratiqué ça et en fait, au bout d'un moment, on s'habitue aux morceaux temporaires, on n'a plus envie d'autre chose, mais on n'a pas les droits. Et en fait, c'est chouette quand le compositeur arrive à proposer autre chose et que finalement on se dit bah, c'est quand même vachement bien. On se réhabitue finalement, c'est juste une question d'oreille. Donc il faut réussir à les oublier en fait, les tracks temporaires, quoi. Mais c'est vicieux ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Parfois, quand un réalisateur est trop habitué à une musique temporaire, c'est hyper difficile parce que quand on est trop habitué, c'est vraiment ce qu'on aime, quoi. Et après, passer derrière, déjà, il y a le fait de faut composer, mais il faut pas copier parce que déjà, ça enlève toute notre âme de compositeur. Et puis en plus, ça se fait pas de copier, quoi. Donc du coup, il faut trouver autre chose dans le même style. Et ouais, c'est pas évident. Mais moi, la parade que j'ai trouvée à ça, c'est quand je peux, c'est ce que je disais tout à l'heure, donner au début du montage pas mal de choses comme ça. Du coup, les monteurs mettent notre musique ou alors notre musique d'autres projets, mais du coup après on peut se copier soi-même par contre ou faire des variations. Et là c'est très différent. D'où l'intérêt d'être présent en amont sur un projet pour que sa propre contribution en fait au montage et à la musique temporaire. Et le fait d'être présent en amont aussi sur le scénario. Donc là, je vais me diriger vers Thibaut Debuenne parce que le temps avance et c'est bientôt la fin malheureusement. On pourrait parler des heures de musique de film. Mais le côté pratique de comment on finance la musique de film, comment on établit des dossiers pour ensuite au CNC ou à la SACEM, il y ait des aides à la musique de film. Ça, c'est dès le scénario, finalement, de créer des notes d'intention musicale aussi. Alors, Thibaut Debuenne, dans ta fonction de superviseur musical, très souvent, tu interviens sur la question administrative, sur les budgets de production, sur les aides à la musique. Oui, alors, effectivement... Dans le cadre de la supervision musicale, l'idée c'est d'avoir le plus de moyens possible pour que la musique soit à la hauteur des ambitions du cinéaste. Donc, du coup, on va chercher des aides quand elles existent. Et les aides, elles servent surtout à financer la musique originale. Il y a une exception à ça, qui est à la SACEM sur les projets musicaux. Donc, ils peuvent aider des films, principalement des films, ou des documentaires ou de fiction, qui ont un vrai propos où la musique est centrale. Par exemple, sur les magnétiques, on avait bénéficié d'une aide aux films musicaux. Donc, qui couvrait la musique originale, mais aussi les musiques préexistantes. Mais en règle générale, les aides à la musique, elles interviennent quand même en aval. Enfin, elles sont une fois que les musiques sont, que le compositeur, la compositrice est choisi et qu'il y a de la matière, des compositions qui sont faites. C'est particulièrement le cas pour les aides à la musique du CNC, qu'elles soient pour le court-métrage, pour le long-métrage. Il faut en fait fournir soit des maquettes, soit des musiques enregistrées, plus une note d'intention, plus des éléments, etc. Et c'est pour boucler le budget du film ou le film a déjà été produit En fait, ça arrive, ça aide au financement de la musique originale et ça aide ça peut aider à compléter les moyens d'enregistrement si on fournit des maquettes. Ça peut aider à compléter les primes de commande des compositeurs, compositrices si les choses sont déjà assez avancées et en redistribuant. Et puis ça peut permettre de financer en fait le post-musique et le film de façon générale, quoi. Donc voilà, si c'est fait suffisamment en amont par rapport aux enregistrements, ça peut orienter en fait les choix de production sur les enregistrements. Est-ce qu'on peut enregistrer avec un orchestre, dans quelles conditions, voilà. Et dans le budget d'un court-métrage, dans l'économie du court-métrage, un orchestre, c'est rarement possible ? Ou ça l'est quand même parfois ? Alors il y a des aides, que ce soit les maisons du film court, la SACEM, au CNC sur les courts-métrages. La forme orchestrale est quand même assez rare en court-métrage pour des questions de moyens, évidemment, quoi. Et voilà, après, il existe toujours des solutions pour quand il y a des moyens d'enregistrement qui permettent d'enregistrer moins cher, d'aller, si besoin, enregistrer, par exemple, dans certains pays de l'Est, où on peut enregistrer avec des systèmes assez économiques. Si c'est pertinent par rapport au film et par rapport à la musique qui est composée, quoi. Et on entend souvent parler du fait que la musique soit la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'un film se monte, se produit, se réalise et même se monte sans du tout avoir pensé à la musique. Et c'est qu'ensuite, à la fin, ils se disent « Ah, on a besoin de musique, mais on a tout dépensé ». Et donc, il
faut trouver ce budget supplémentaire. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que souvent, ils n'ont pas de musique. Les compositeurs, on leur dit de faire gratuitement, donc sans salaire. On leur dit, bon, vous aurez les droits d'auteur. Et à un moment donné, une musique d'un artiste X ou Y, soit Bowie ou autre, est nécessaire. Et ils arrivent à débloquer de l'argent pour ça. Et donc parfois, c'est miraculeux. Et le compositeur se retrouve en se disant, bah, mince. Y a pas, oui, c'est miraculeux. Il y a, disons, bon, là tu dis beaucoup de choses qui sont, qui correspondent un peu au pire des cas. Moi, j'essaie aujourd'hui de travailler sur des projets où la musique a son importance, ou en tout cas de faire de la pédagogie auprès des producteurs, productrices, des cinéastes, pour que les choses soient prises en amont, parce que c'est... Bon, parfois, la musique n'a pas sa place. Il y a des très bons films où il n'y a pas du tout de musique, hein, mais pour autant que la musique soit pertinente dans un film, idéalement, il faut se donner les moyens pour, dans un budget, et puis il faut y penser le plus tôt possible. En fait. Et toi, ton rôle, Thibaut Debuenne, du coup, en tant que superviseur musical, c'est aussi d'éviter que cette pire situation arrive. C'est-à-dire que tu fais aussi acte de pédagogie vis-à-vis de producteurs sur ces questions-là. Oui, complètement. Oui. Moi, mon travail, c'est qu'effectivement, c'est de valoriser la musique et de, encore une fois, d'être, que ce soit pas la dernière roue du carrosse, quoi. Et si c'est le cas, j'évite de participer au projet. Parce que il n'y a pas de... Il y a moins d'intérêt pour moi, et puis c'est moins pertinent. Et puis je préfère dans ce cas-là que l'argent aille compositeur, s'il y en a très peu, quoi. Et quand il n'y a pas un superviseur, une personne comme Thibaut Debuenne sur un projet, Delphine, Mathéo, quand on vous a par exemple donné un budget et que vous devez tout faire avec ce budget, donc à la fois votre rémunération, mais aussi l'enregistrement de la musique, comment vous arbitrez dans ce budget ? Moi, je ne fais pas un film sans un superviseur. Je l'ai fait une fois, ça a été la dernière, tout simplement. Voilà ma réponse. Bah oui, moi, pour les longs, ça ne m'est jamais arrivé de travailler sans superviseur. C'est vrai que c'est une collaboration hyper importante quand même dans le relationnel, toutes les questions qu'on se pose, les choix qu'on a à faire. C'est ouais. Voilà. Après, sur les courts-métrages, c'est autre chose. Et les courts-métrages, c'est un autre budget. Voilà. Sur les courts-métrages, c'est un poste qui est très rare, en fait, parce qu'on est dans une économie et une logique où on ne multiplie pas les postes. Et voilà. Donc là, moi, j'ai vu le gros du parcours de la compétition fiction. Il n'y a pas un film où il y a un superviseur. Moi, j'ai travaillé sur le film de Guillaume Braque parce qu'il est produit par Nicolas Antomé. Et que je travaille sur des cours que peut produire Nicolas. Et j'ai déjà travaillé avec Guillaume. Mais j'arrive très en aval et pour résoudre quelques petits problèmes liés au fait que en l'occurrence, c'était un documentaire, qu'il y avait des choses qui étaient là au tournage et qu'il faut résoudre des questions de droit ou de remplacement de musique pour des séquences, par exemple, de TikTok, des trucs comme ça. Voilà. Mais dans certains cas, effectivement, l'économie et la logique font que il vaut mieux... il n'y a pas la place pour ça. Très bien. Malheureusement, on ne peut pas approfondir tous les sujets et vous pourrez dans un instant poser vos questions avant qu'on puisse libérer la salle. Juste pour terminer avec Thibaut Debuenne, juste deux choses. Première chose, quand un film se tourne au stade du tournage, est-ce que par exemple, Thibaut Debuenne, tu es présent pour vérifier des choses ? Par exemple, au stade du tournage, dans un supermarché, une musique est présente et réalisateur, toute l'équipe ne fait pas forcément attention aux musiques présentes au moment du tournage, sauf qu'ensuite, il faut scoltiner cette musique et en faire quelque chose qu'on ne peut pas forcément facilement enlever. Est-ce que, par exemple, il y a la recommandation de dire qu'il faut enlever toute musique sur le tournage parce qu'après, ça pose des questions, évidemment, pour le superviseur de négocier ses droits ? Enlever toutes les musiques sur le tournage, pas forcément, parce que, déjà, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a la fiction et le documentaire. Dans le documentaire, vous avez des musiques qui vous arrivent et qui sont là, qui sont des musiques qui viennent de la rue. Donc, par exemple, j'avais travaillé sur Makala d'Emmanuel Gras, qui se passe en Afrique noire. Il y a des séquences où il y a des marchés de nuit et puis il y a des sons qui viennent du marché, en fait, des vendeurs de nuit. Emmanuel a tourné, il y avait cette matière et la question, c'était qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver, en fait ? Est-ce qu'on identifie les morceaux pour pouvoir les négocier, en fait ? Est-ce qu'on trouve les ayants droit ? Est-ce qu'on les remplace ? Donc, dans le documentaire, la musique, évidemment, elle est dans la vie, donc on essaie de faire avec. Soit on réussit, on a les moyens pour la négocier, soit on la remplace après.
c'est évidemment toujours plus compliqué, mais après, et puis il y a des séquences qui sont super en documentaire que les cinéastes n'ont pas envie de couper, et qui sont des séquences où, je sais pas, des personnages vont chanter une chanson connue, et voilà, et c'est des crève-cœurs des enlevés au montage, on se débrouille, on essaie d'avoir les droits, voilà. En fiction, on essaie d'anticiper en fait. On a la possibilité avant le tournage d'identifier les séquences où il va y avoir des musiques, et après, c'est des questions qui se discutent avec l'ingénieur du son et le cinéaste, c'est de se dire est-ce que les scènes, on va les tourner avec la musique et sans la musique pour pouvoir après monter plus librement. Et ensuite, avant, on négocie, on identifie les séquences qui sont les séquences évidemment où ça chante, où ça danse, où il y a de la musique qui est intradiégétique, donc que les personnages entendent comme nous. Et après, on va chercher les musiques et négocier les droits, si possible en amont. Après, parfois, on arrive, les choses sont faites, on se débrouille, quoi. On essaie de faire a posteriori, de négocier les droits. Mais... Juste une question, on est d'accord qu'en documentaire, pour la musique, il n'y a pas de fair use, comme il peut y avoir avec les images? Non, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de droit de citation en musique. Voilà, il n'y a pas de... Donc il y a des exceptions aux droits d'auteur, mais qui sont plus du domaine de la parodie. La parodie permet d'utiliser une chanson, donc ça, voilà. Par exemple, dans Yves de Benoît Forgeard, il y a des chansons comme ça qui sont des parodies de titres existants, mais qu'on a pu faire sans problème, parce que ça fait partie des exceptions aux droits d'auteur. Mais sinon, il n'y a pas de fair use, non. Ouais. Alors moi, je regarde l'heure qui avance, on doit quitter la salle dans 15 minutes. Donc il y a un dernier extrait à montrer, que l'on va commenter après le voir, et puis ensuite, ce sera vos questions. Donc Thibaut Deboine, tu as choisi de montrer un extrait des Magnétiques, puisque vous allez le découvrir, la musique préexistante a un rôle très important dans l'extrait qu'on va voir notamment, les Magnétiques de Vincent Cardona 2021. Lady called Marianne. So what's the title of the track you're going to play? Teenage Kicks by the Undertones. Ah, and why that particular song? Tell us. Because I want to hold her tight. C'est tout ce que j'avais à dire. Come on, into the microphone. Et ça m'apparaissait comme le comble du ridicule. Well, it appears that Monsieur Le Frog... Marine avait placé un service à la Chris Alert. Fallait faire un retour de Björn Borg. Well, I guess Marianne will marry somebody else. Good for her. Plenty more fishes in the sea. So back to the show. You get that light session from Some Punishment. What the fuck's going on? Monsieur Le Frog is going completely berserk here in the studio. He's lowering some microphones over the speakers and they're swinging above it, creating weird waveforms or alchemy. Quite extraordinary. Maybe we should just see where this goes. Maybe it's the true punk spirit. Let's sit back and have a listen to this. I suggest you do the same.
1, 2. Wouh 1, 2, 1, 2. Et donc, dans ce film Les Magnétiques, donc, ce personnage va déclarer son amour de cette manière-là, plutôt que de simplement diffuser une musique d'amour. Juste brièvement, donc, le travail là-dessus pour le superviseur. Oui, en fait, je voulais montrer cet extrait parce que je pense qu'il est assez intéressant sur la façon dont la matière, dont le son peut être aussi un élément de mise en scène important, que ce soit au niveau du travail donc des deux personnes qui ont fait le travail de création sonore, Pierre Barriot et donc le mixeur Samuel Aichoun, qui ont fait tout un travail en amont de recherche sonore, en fait, sur savoir qu'est-ce qui s'utilisait en 81 comme matériaux sonores pour la diffusion et comment on pouvait faire de la création sonore en radio, dans des radios à cette époque-là. Il y avait un travail de training avec le comédien, en fait, pour qu'il puisse manier ça comme ça de façon virtuose, donc tout ça en amont du tournage. Et puis derrière, donc, les questions, c'était qu'est-ce qu'on joue qui ait une importance, qui passe des messages, dans justement de Philippe, le personnage, à cette femme qui chérit de l'autre côté. Donc là, il y a un morceau qu'on entend plutôt dans le film, qui passe dans un salon de coiffure où travaille sa bien-aimée potentielle, qui est donc ce morceau, le premier pas de Claude Michel Schoenberg, un morceau qui a un petit côté kitsch, mais qui a l'avantage d'être direct. Au départ, on cherchait des morceaux en se disant, tiens, est-ce qu'on trouverait un morceau qui fonctionne en France, mais qui puisse exister dans une discothèque anglaise à Berlin. Bon, Claude Michel Schoenberg, franchement, c'est pas très logique. Mais ça passe tellement, le message de façon tellement directe, ça marche que finalement, on est après être passé par plusieurs détours en se disant des chansons qui existent en France, qui étaient traduites en anglais ou en allemand, du Beko et autres. Mais on est arrivé là-dessus. Donc en amont, c'était négocier les droits sur les undertones, sur le Claude Michel Schoenberg. Au départ, il y avait un Marley aussi, Sun is Shining, qui jouait. Et puis Bob Marley, comme David Bowie, voilà, c'est des artistes qui sont dont il est compliqué d'avoir les droits. Et puis donc finalement, voilà, on a trouvé autre chose. Mais ça, c'était en post-production qu'on a remplacé le Sun is Shining de Bob Marley par un autre titre qui avait un peu le même tempo, qui avait quelque chose qui était assez simple, quoi, que j'ai chiné en librairie musicale, voilà, qui pouvait faire années 80 aussi dans le son. Très bien. Et voilà, puis c'était assez amusant évidemment d'arriver à ce résultat, quoi. Il reste 10 minutes parce qu'on doit quitter à 50 la salle pour vos questions. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas si je pourrais répéter vos questions au micro, parce que je crois qu'il n'y a pas de micro pour aller dans la salle. Oui. J'ai une question qui s'adresse plus aux compositeurs en l'occurrence. Par rapport au travail que vous pourriez avoir dès le scénario, en l'occurrence, s'il faut écrire des morceaux originaux qui vont être joués pendant le tournage, par exemple. On s'imagine bien que tout le processus fait qu'il y aura beaucoup de réécriture au fur et à mesure de la création, que ce soit le scénario et même le tournage. Comment vous sentez vis-à-vis du fait que vous allez écrire quelque chose dans un premier temps, devoir le réécrire, rechanger? Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que ça peut constituer un frein à la création, à votre création? Moi, je trouve pas ça du tout frustrant parce que ça fait partie du chemin de chercher, je sais pas, pour moi, il n'y a aucun travail qui est inutile. Donc, je sais pas, moi, je pense pas qu'on trouve du premier coup quelque chose. Enfin, ça peut arriver, mais je sais pas, pour moi, c'est peut-être que je viens du son et du coup, ce côté manufacture et tout, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, ça fait partie du travail, quoi. Donc, c'est pas un frein du tout. Oui, salut. Et même réponse qu'à Delphine, en fait, ça fait partie vraiment de job, quoi. Après, ça, personnellement, il y a une façon très saine de faire ça, avec les rapports avec le réalisateur, avec un directeur artistique. Et si ça reste dans ces cadres-là, c'est tout à fait normal. Après, si ça peut parfois devenir un peu nerveux comme situation, alors là, ça commence à être moins agréable, évidemment. Voilà. L'importance d'un rapport des sein de
C'est ça, ouais. De rien, merci à toi. Autre question, remarque. C'est le moment. Oui. Une question pour M. Levoine. Pour rebondir ce que vous dites sur les Pink Floyd, est-ce que vous avez souvent parlé de dire trouver des musiques qui sont déjà existantes, elles sont dans l'esprit. Est-ce que la démarche de demander à un compositeur de faire une ersatz de Pink Floyd pour avoir un tempo qui correspond au montage mais qui soit dans son esprit forcément, est-ce que c'est pas plus intéressant? Et donc pour Pink Floyd, dans Rester vertical, au lieu de faire appel à une autre musique préexistante, demander à un compositeur de faire du Pink Floyd. Oui, alors, bon, encore une fois, faire du Pink Floyd, c'est pas une donnée évidente. Donc, on s'est posé la question, effectivement, avec Alain Guiraudy, d'aller chercher un compositeur. Et en fait, une fois qu'on a trouvé donc le groupe dont les musiques sont utilisées, enfin, les groupes, mais on a rencontré le groupe français Wolof. Et on les a interrogés pour savoir s'ils voulaient faire une musique et pour cette séquence. Et puis, finalement, ça marchait tellement bien, quoi, leur musique préexistante, qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher une autre, de leur demander un autre morceau, en fait, quoi. C'est le chemin, en fait, de toute la recherche sur des musiques préexistantes, ça a fonctionné, mais voilà. Après, ça dépend des cinéastes. Il y a des cinéastes qui sont plus ou moins ouverts à la musique originale. Alain Guiraudy, il utilise des musiques originales de façon assez parcimonieuse. Donc, je pense qu'il préférait avoir des musiques préexistantes, en fait, quoi, qui ont aussi la patte de l'époque, parfois. Mais Guiraudy a aussi son compositeur attitré, en fait, pour tous ses films. Xavier Berthe, je sais plus son nom. Oui, absolument. Il a travaillé 2 fois avec un compositeur. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est une bonne question. Là, typiquement, moi, je suis en train de commencer la composition du film Hiver à Sokcho de Koya Kamura. Du coup, j'ai lu le scénario en amont. Il m'a donné quelques références musicales qu'il aimait. Et moi, du coup, j'ai vraiment maturé pendant, je dirais, 3-4 mois, toute seule dans mon coin. J'ai pensé à des thèmes, par exemple, ça se passe en hiver, donc j'ai un morceau qui s'appelle La texture du givre. J'ai essayé d'imaginer. Il y a beaucoup de séquences dans des marchés, donc j'ai imaginé j'ai fait des thèmes, des textures, des éléments rythmiques, plein de choses en fait. La personnage principale déambule dans des rues, donc du coup ce moment que j'ai aimé du scénario, je l'ai traduit en un thème. Et au final, du coup, au début du montage, je lui ai fait écouter, je sais pas, peut-être une dizaine de thèmes. Et il m'a dit ce qu'il aimait moins, quels instruments il aimait, quels instruments il aimait moins. Et du coup, après, on développe. C'est comme un fil qu'on tire et après... Ouais. Oui, par exemple, il y a une scène spécifique où il m'avait dit ça. J'aimerais bien une musique qui se développe comme ça, qui devient comme ça. Donc là, je savais. Donc j'ai fait peut-être 3 essais chez moi et après, je lui ai proposé. Donc là, c'était assez spécifique dans ma tête. Mais après, sinon, non, pas spécialement. Moi, j'aime bien composer sans forcément penser à un moment. Je pense plus à je sais pas, une atmosphère, à des couleurs. Ça, c'est génial. C'est comme, en fait, je parlais tout à l'heure des images. C'est un peu comme si je faisais ma palette. Et après, voilà. La musique comme un parfum du film, plutôt comme une illustration. Ouais, complètement. Comme un parfum, Ouais, c'est bien. Ouais, non, mais c'est toi qui... Je dis souvent ça, c'est pour ça que je le ressors là. Mais Et moi, peut-être je peux faire un exemple intéressant.
Et je suis en train de faire la musique pour le prochain film de Nicolas Vanier, C'est le monde à l'envers, ça s'appelle le film. Et j'ai composé à l'avance des thèmes que j'ai bêtement appelés thème 1, thème 2, thème 3, tu vois, tout simplement, pour ne pas donner aucune information pas nécessaire, que j'ai filé au réalisateur évidemment, mais aussi à la monteuse, parce que dans ces cas-là, la monteuse a un rôle très très important pour la musique. Au fait, c'est elle qui avec moi décide sur la musique. Le réalisateur, dans ces cas-là, n'est pas très, comment dire, et il fait beaucoup confiance à sa monteuse, disons comme ça. Et donc j'ai fait des thèmes que j'ai livrés avec les stems, les pistes séparées donc, mais aussi une autre partie de thèmes où j'ai donné les numéros de la séquence, où je vois peut-être adapter cette musique. Ça sous le scénario évidemment. Donc séquence 37, juste appelé comme ça, et les stems. Et après, les montages ont commencé aujourd'hui, figure-toi. Et ça va être un travail, un ping-pong, tu vois. Et peut-être dans un des thèmes que j'ai livré les derniers jours, il y aura le thème principal du film, ou peut-être il n'est pas encore là. Et à voir quoi. Mais au moins, il commence à monter avec des musiques composées pour les films et pas avec des musiques temporaires. Parce que dans ces cas-là, souvent, ça devient un autre métier. C'est-à-dire copier ou plus ou moins remplacer des musiques qui sont déjà là. Et c'est un peu parfois chiant. Dans l'idéal, moi, j'aimerais bien recevoir, ou j'aime bien recevoir des work in progress, des choses qui me permettent de mettre ma patte. Mais ça se passe rarement comme ça, en fait. Souvent, je reçois des choses qui sont un peu déjà finies. Idéalement, moi, j'aimerais même être à côté du compositeur quand il fait la musique, mais c'est pas forcément, c'est pas évident. Je ne sais pas si tu connais, il y a une vidéo géniale, puisque tu parlais de Badalamenti tout à l'heure. Il y a une vidéo absolument incroyable où il raconte la composition du thème de Twin Peaks. Et c'est bouleversant, quoi, parce que donc il imite David Lynch, où il dit il y a David qui est à côté de moi et qui me dit vas-y, fais comme si, il est au piano, il compose petit à petit devant la caméra le thème. Lynch n'est pas dans la pièce, mais il raconte et on imagine qu'il y a Lynch à côté de lui. Et ça, je trouve que c'est vraiment la collaboration idéale. C'est-à-dire que tu réussis avec tes mots à toi de réalisateur qui ne sont pas des mots de musicien. Et moi, c'est ma plus grande frustration dans la vie, c'est de ne pas savoir jouer de la musique. Alors que c'est probablement mon art préféré. En fait, j'en écoute en permanence. Et limite, je pourrais renoncer au cinéma pour ne faire qu'écouter de la musique. Enfin, je ferais pas ça, mais si je devais choisir. Mais je ne sais pas faire de la musique, je ne sais pas parler la musique. Donc, c'est hyper dur pour moi de m'exprimer, de réussir à trouver les mots pour que ce que j'ai dans la tête. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est toute la beauté de ce travail aussi que j'adore, en fait, travailler avec les compositeurs. Mais c'est toujours hyper dur pour moi de trouver les mots. Je me trompe beaucoup, des fois, je dis des trucs. Et donc, c'est ça que tu veux. Ah non, non, pas du tout, en fait. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est un travail itératif que j'aime faire, donc j'aime autant que possible travailler avec de la matière vivante et du work in progress en fait. Oui. Et moi, personnellement, j'adore ces moments où le réalisateur est avec moi dans le studio. Et chaque fois que j'arrive à l'avoir en studio, le monteur, parce que c'est souvent le monteur, hein. Et, dans mon cas. Et au fait, parler souvent, c'est impossible, donc il faut jouer des choses et voir la réaction. Essayer de comprendre même physiquement comment ça réagit, parce que c'est compliqué de parler des musiques. Moi, j'ai une copine monteuse, justement la monteuse de film de Vanier, qui est sans moyen de me dire que la musique marche. Elle me montre son bras, mais poil. Tu vois. Et moi, ça me parle beaucoup.
Donc, justement, comme disait Jackie, être avec les compositeurs, ça, on ne se trompe pas. Non. Parce que souvent, j'ai un public de réalisateurs, réalisatrices dans mes activités annexes, et j'essaye toujours de les décomplexer là-dessus, en leur disant que la musique de film n'est pas une musique, mais est du cinéma. Et donc parler de cinéma, parler de visuel, de forme géométrique, même une musique de spirale, une musique ou même de matière, une musique liquide, une musique de couleur, de feu, en plein feu. Donc le feu, sur le film de Quentin Reynaud, a dû inspirer aussi la musique. Donc voilà, parler de toute autre de chose que du solfège, évidemment. Oui, bah moi, il y a quelques jours, là, il y a une réalisatrice. Là, je fais la musique d'un court-métrage de Violette Giton, produit par Grand 8, et elle est venue à la maison. Il y a un morceau qu'on n'avait pas du tout composé, enfin que j'avais pas composé, et on l'a composé vraiment ensemble. Elle était avec moi au piano, elle n'est pas musicienne, mais on a essayé des choses, elle m'a dit ça j'aime, donc je jouais, elle me dit ça j'adore. Enfin franchement, on est sorti de la séance, on avait le morceau, et elle m'a dit que c'était incroyable pour elle, parce que voilà, c'était trop... Ouais, elle était vachement émue. Ouais. On a atteint l'heure, mais on l'a même dépassé. Avant qu'on me dise couper, je vais arrêter là. Merci beaucoup tout le monde. Jackie, Thibaut, Delphine, Mathéo. Merci à vous. Et bonne fin de festival côté court.